Bienvenue à Question Directe et bienvenue à ITV qui reçoit aujourd'hui Ahmad Soumaré. Ahmad Soumaré, on ne le présente plus aux Sénégalais, c'est un spécialiste de l'intelligence économique, formateur qui connaît énormément la géopolitique, la géostratégie. Ahmad Soumaré, merci d'avoir accepté notre invitation. Bientôt un mois que le nouveau régime est en place. Comment appréciez-vous les premiers pas du régime dans la gestion du Sénégal? Oui, bonjour Alassane, bonjour à vos auditeurs. Donc, je pense que la situation du Sénégal avec cette transition qui s'est faite en douceur, malgré les soubresauts, et ça fait maintenant 3 semaines, mais malheureusement, bon, j'entends les gens s'impatienter, ils n'ont même pas encore fait un mois, donc ils sont à 3 semaines, donc il faut d'abord qu'ils fassent l'état des lieux dans un premier temps, après l'état des lieux de voir qu'est-ce qu'on les a laissés avant de pouvoir mettre maintenant des stratégies, leurs stratégies, donc sur leur programme politique, des plans d'action par rapport à ce qu'ils vont trouver. On ne peut pas mettre des plans d'action, donc si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la caisse, qu'est-ce qu'on nous a laissé, combien il y a. Donc je pense que c'est ça le problème aujourd'hui du Sénégal. Justement, cela, ce n'est pas un peu la faiblesse des oppositions africaines. En allant au pouvoir, elles ne semblent pas être très préparées à l'exercer avant. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle des shadow cabinets qui travaillent sur les dossiers, qui font que si les gens viennent au pouvoir, ils sont déjà prêts à l'emploi. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est ce qui est normal. Normalement, il y a la passation des services qui doit se faire. Chacun, donc, avant même les élections, il devait maintenant tout préparer, tous les dossiers. Si, dans le cas où il y a une transition, donc ils présentent le dossier qu'ils ont déjà préparé. Si maintenant ils continuent, il y a une continuité par rapport à une situation dont ils vont trouver. Mais ici, ce n'est pas le cas, parce que le problème qui se pose, c'est que quand on fait la transition, c'est là où on commence à voir les pots cassés, toutes les situations omises, les situations occultées, et c'est là qu'on découvre que vraiment il y a des problèmes énormes. Parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal, c'est catastrophique. Catastrophique, parce que tu sais que le Sénégal, la situation du Sénégal aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'en 2020, on est en perpétuel déficit. Et jusqu'à aujourd'hui même, on est en perpétuel déficit. Et quand on regarde au niveau du bilan qu'on peut faire de la situation de la gestion publique, elle est catastrophique. Dans la mesure aujourd'hui, les besoins du Sénégal, ce que le Sénégal récolte aujourd'hui, on a à peu près 6 milliards par jour que fait la douane. La douane, avant de faire donc son autonomie, sa numérisation, il n'y avait que 2 milliards par jour. Aujourd'hui, avec la numérisation de la douane, avec les différents trucs, il récolte 6 milliards par jour. Donc ce qui fait à peu près pour le mois autour de 90, 95, 100 milliards. On a les services, les fiscs. Le fisc, il engrange 100 milliards. 100 milliards par mois. OK ? Mais le fisc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est seulement 7% à 9% des grandes entreprises qui cotisent, donc qui font 90% de ces 100 milliards. Toutes les 95% de PME, PMI, là, ils ne font que, disons, 5 à 10%. Oui, parce qu'il y a le secteur informel. Oui, c'est eux, ils ne font... Ils ont tenté de le formaliser, mais il y a eu beaucoup de tentatives qui ont échoué quelque part. Bon, mais de toute façon, il faut absolument que l'assiette, non, ce n'est pas une question d'être convaincu, l'assiette doit être agrandie. Parce qu'on a 100 milliards à peu près de l'autre, en gros, et 100 milliards, ça fait 200 milliards que l'État fait rentrer chaque mois. Et les besoins de l'État font 240 milliards. Donc on a un gap avec 200 milliards, il y a 40 milliards à peu près pour les services de la dette, les remboursements que nous faisons sur les emprunts. Donc on a 240 milliards normalement que l'État doit sortir chaque mois. Et on n'a que 200 milliards qui rentrent. Mais récemment, le nouveau gouvernement est parti à Washington, voir les FMI. Oui. Selon le quotidien de Madiambal Diagne, quand ils sont allés, le FMI a demandé que les recettes prévues avec le gaz de pétrole soient incluses dans le budget, oui, ce qui n'avait pas été fait. Non, ça c'est normal. Parce que le problème, on ne peut pas le mettre dans le budget, pour l'instant, pour moi, hein, tant que c'est comme c'est des promesses. Si, supposons qu'on prévoit de le faire à la fin de l'année, OK, ou avant la fin de l'année, et qu'il y ait des problèmes, on ne l'a pas. On a un budget
avec des prévus qui ne sont pas réalisés. Normalement, à mon avis, on devait le mettre dès l'instant qu'on a commencé le premier litre d'exportation. Mais Premier pourquoi le baril. FMI demande donc qu'on le mette? Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est le rebasing. C'est le rebasing parce que tu recalcules comment ton PIB, ta richesse, elle est formée. Si ta richesse, elle est formée, aujourd'hui, notre richesse est formée de quoi? L'arachide, le pétrole et les mines. OK? Voilà notre richesse aujourd'hui. Exportation d'arachide, exportation de phosphate, exportation, donc les mines d'or et tout ça. Voilà à peu près ce que nous exportons au Sénégal aujourd'hui. Avec un peu de coton, un peu de trucs, donc, mais en gros, c'est ce qu'on exporte. Mais même ce qu'on exporte, il y a des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de facilités que l'État donne, surtout au niveau des mines, à tous les niveaux des grandes entreprises. Ils ont souvent donc, des gratuités que l'État leur fait. C'est un grand problème. Mais aujourd'hui, ce qui est important à savoir, c'est qu'on a un besoin mensuel de 240 milliards. Et on n'a que 200 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un grand problème au niveau de l'État. Maintenant, ça veut dire que pour le service de la dette, Où vont-ils trouver les 40 milliards? C'est où? Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on élève l'assiette de l'impôt, d'une part. Il y a d'autres sources peut-être qu'on peut avoir maintenant avec tout ce qui se passe, avec les redditions des comptes, avec les projets, par exemple, des subventions ou autres qu'on donne, qu'on les diffère peut-être. Donc, par exemple, là, au mois de janvier, là, qu'on vient de sortir, l'État a enlevé, donc, gracieusement, 120 milliards de barriques et 150 milliards pour Teranga Gold. Vous voyez, donc, nous, on a des problèmes et on donne des trucs, des crédits d'impôt, des trucs de manque à gagner, tout ce qu'ils devaient payer, on les exonère. Les exonérations, il y a un problème sérieux aujourd'hui, qu'à partir de là, maintenant, c'est de dire que, donc, on a un gap de 40 milliards, de 40 milliards, qui est le service de la dette, l'intérêt de tout ce que nous avons reçu comme dette, parce que le Sénégal aujourd'hui est l'un des pays par rapport à son PIB, par rapport aux dettes, c'est ça qu'on est les critères de convergence au niveau de l'UEMOA, on doit être entre 76 et 80%. On a on est le premier de la classe au niveau de l'UEMOA tellement qu'on est endetté. Le gouvernement a demandé aujourd'hui que les audits de l'OFNAC et des autres de la Cour des comptes soient publiés. Oui. Ça a été fait, la plupart d'entre eux ont déjà fait. Ce qu'on a vu dans la presse, ça semble être un peu de réchauffé parce que les gens étaient déjà au courant. Non, ce n'est pas du réchauffé. Qu'est-ce qui restait à... Non, parce que tant que le gouvernement qui les couvait était là, il n'y a pas de suite. Oui. L'OFNAC peut sortir son rapport, donc il est certifié, il est assermenté, mais il n'y aura pas de suite. Donc c'est les suites qui ont été demandées. Oui, c'est les suites. Parce que si vous êtes incriminé donc, par des rapports, le procureur, il va vous appeler, vous amenez vos papiers, on va regarder le truc, on va vous poser des questions. Si vous êtes truc, vous remboursez, vous allez en prison aussi. Hein. Ça dépend de le choix qu'ils peuvent faire. S'ils veulent vous dire de retourner l'argent, mais l'argent, vous voulez 100 milliards. Vous allez le déposer quelque part avec des intérêts. Dans 5-6 ans, on va vous dire, OK, vous aviez 100 milliards. Vous allez dire, OK, voilà les 100 milliards. Mais les intérêts, vous les gardez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, tout dépend donc de comment ils vont le faire. Le problème, ce n'est pas seulement ça. Donc l'OFNAC, tous ceux qui sont incriminés, normalement, ils doivent rendre des comptes devant la justice. Et maintenant, la justice va leur regarder. Si maintenant, ça, parce que si l'OFNAC ne peut pas faire des affirmations gratuites. Ils ont des preuves de ce qu'ils font et qu'ils ont transmis au juge. Le juge, maintenant, fort de ça, va leur demander donc, de justifier tel. Ils ne pourront pas le justifier parce que l'OFNAC ne va jamais incriminer quelqu'un s'il n'a pas de certitude par rapport, sinon ça devient grave. C'est sûr et certain que ces gens-là, ce que l'OFNAC a fait comme investigation, donc il y a ce gap qui s'est... Et là, maintenant, leur problème, c'est le remboursement et la prison. C'est pas que ces personnes. On a beaucoup d'autres personnes aujourd'hui au niveau national. Par exemple, on a, comment ça s'appelle, j'avais pris des notes, pour la réduction des comptes. Donc les ministres, par exemple, sur les 1000 milliards donc, au niveau du Covid. Oui. Voilà, donc il y en a certains qui sont incriminés aussi. On a les remises gracieuses, comme je disais. Donc ces remises gracieuses,
le 14 janvier dernier, donc on a eu, le 14 janvier dernier, je vous ai dit, il y a 120 milliards pour Barrick et 150 milliards pour, comment ça s'appelle, pour Teranga Gold. Ce sont des sociétés qui sont dans l'or. Oui, oui, c'est les Teranga Gold, c'est l'un des premiers au niveau du Sénégal et Barrick. Hein. Donc on a 240 Opéra milliards. Kédougou. Ah ouais, Kédougou. 240 milliards, boum. Tu vois, donc pour ces sociétés, on a par exemple les remises gracieuses donc qu'on fait, il y a les 40 milliards que je disais tout à l'heure pour la presse. Donc bien que, mais c'est des promesses qui sont données. Donc on a le remboursement aujourd'hui des dettes, donc qui revient aujourd'hui à on a 1100 milliards de dettes au Sénégal avec des remboursements échelonnés sur 2018, 2019, 2023. Maintenant, quelles sont les mesures qu'il faut prendre justement pour éviter qu'on retombe dans ce genre de situation? Mais les mesures... On a pu dénoncer au Sénégal la corruption, on a dénoncé le détournement. Oui, mais souvent, il n'y a pas de mesures concrètes pour éviter qu'on... Si, il y a des mesures, parce que le problème c'est que... Et les appliquer surtout. Quand vous êtes endetté, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez deux choix. Soit chercher de l'argent à l'extérieur, soit voir comment vous pouvez étendre, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, l'assiette de l'impôt. Si maintenant vous êtes endetté, vous ne voulez pas donc prendre des dettes, nous avons eu beaucoup de dettes de prestige au Sénégal. Le Sénégal, les Français les ont aidés, les ont donné beaucoup d'argent pour prendre par exemple le TR, pour prendre les BRT, pour construire des stades comme Arena ou Stade Abdoulaye Wade qui ne sont pas utilisés tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que c'est des dépenses de prestige, mais on paye donc cette dette-là. Donc les Sénégalais n'avaient vraiment pas besoin, c'est important, mais on pouvait avoir d'autres types de transport de masse qui ne sont pas, parce que vous savez, moi j'ai vécu 35 ans en Europe, comment ça s'appelle, ce terre-là, ces trucs-là, ça n'existe pas en France. Hein. C'est les dernières technologies qu'ils ont avec des signalisations de dernière électronique, de dernière génération. La France n'a pas ça. Ils n'ont pas ça. Donc ils le testent ici, on paye les prix forts. Maintenant, après, ils vont le mettre chez eux. Mais les Sénégalais qui prennent le terre tous les matins, oui. Ils ne disent pas ça. Ils trouvent le terre, c'est une occasion pour eux d'aller très vite au travail. Si vous avez qui diminue un peu les embouteillages. Non, je parle du coût et des technologies qu'ils ont mis. Si vous avez mis un truc qui marchait au gasoil, c'était la même distance que ça va faire. Mais ça coûterait moins cher. Vous voyez, le terre de 600 milliards à 2000 milliards, c'est beaucoup d'argent. Je veux dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. La distance Dakar-Saint-Louis, Dakar-Bamako, pour un train qui fait tout le tour du Sénégal, vous n'avez même pas pour 600 milliards. 600 milliards pour faire un train qui fait tout le truc du Sénégal. Mais vous prenez les dernières technologies, c'est certain que ça va exploser. L'idée, c'est pas ça. On a eu des dettes. On a eu des dettes, donc beaucoup de dettes. On a pris des eurobonds. Les eurobonds, c'est des dollars. Donc nous, on a de l'euro. On n'a pas la parité avec le dollar. Le dollar fait des yo-yo. Donc si le dollar aujourd'hui, il est à 600 et poussière, lorsqu'on empruntait, il était à 500 et poussière, maintenant on a des risques de change. On va payer beaucoup plus. Cher, oui, et tous les pays qui ont maintenant fait cette contrepartie, ils ont eu leur truc chuté, que ce soit leur monnaie a baissé, que ce soit le Nigeria, le Ghana, l'Égypte, tous, ils ont eu leur monnaie qui a chuté parce que le dollar s'est largement apprécié. Et cette dollarisation de notre économie est mauvaise aussi. C'est pourquoi j'ai dit, la solution, elle est où? Nous, on a presque l'équivalent de 1300 milliards, donc 1150 milliards dans lesquels on achète donc de l'importation aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que la solution, c'est de battre monnaie? Oui, non. Battre monnaie, pour moi, ce n'est pas une solution tout de suite. Battre monnaie, c'est comme quelqu'un qui commence la télévision. Avant de pouvoir aller chez les Ivoiriens ou les Guinéens, il faut être fort chez toi. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord, dans un premier temps, qu'on fortifie notre économie. Une fois que notre économie elle est forte, que notre économie est saine, là, on va passer à l'étape même de parler, donc de pouvoir battre la monnaie. Mais comment faire d'économie forte au moment où tu ne produis pas assez? Tu C'est n'arrives ça que pas à j'ai dit. nourrir ta population, tu n'industrialises pas ton pays. Voilà. On parle au Sénégal de ministère de l'Industrie, mais on ne parle pas de ministère de l'Industrialisation. Oui, c'est-à-dire que le problème qui se pose, comme là, pour répondre à la question qui est posée tout à l'heure, quelles sont les solutions?
Les solutions, j'ai dit que la solution que j'ai présentée, c'était d'emprunter comme on fait jusqu'à présent, avec des dépenses de prestige, avec des trucs. L'autre solution maintenant, c'est de voir au niveau national quels sont nos problèmes. On a un problème alimentaire parce qu'on importe beaucoup, que ce soit en boisson ou produits denrées alimentaires. On importe beaucoup de riz. Pour le riz, il y a 1300 milliards, 13 millions, par exemple, 13 millions de tonnes que l'Inde nous donnait. Ils ont réduit maintenant leur exportation à 600 millions. Et vous voyez, ça, c'est des problèmes. Ce qui fait que maintenant, c'est ça qui a entraîné que le sac de riz qui coûtait 18 000, aujourd'hui, il est à 25 000. Vous avez le litre d'huile qui est à 2 000 francs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a 30 à 40% d'inflation donc, au niveau alimentaire. Est-ce que ce n'est pas ces questions essentielles oui, auxquelles le gouvernement doit s'attaquer le plus rapidement possible? Parce que les Sénégalais ils ont élus pour justement travailler sur le coût de la vie. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord donc, avec toi. Mais le problème qui se pose, ce gouvernement qui vient d'arriver, ça fait 3 semaines qu'ils sont là, même pas un mois encore, 3 semaines, depuis début avril. OK? 3 semaines. Aujourd'hui, on est le 19. C'est ça, 19. Ça veut dire que depuis le 2, ils sont à 2 semaines presque. Ils n'ont pas fini vraiment de faire le point sur les passations de services. Ils ne savent pas ce qu'ils ont trouvé. Les gens leur demandent maintenant d'amener des miracles. Avant d'amener du miracle, quand vous arrivez dans une maison, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vous a laissé dans les caisses. Est-ce que quelque part, ils ne sont pas rattrapés par leurs promesses? Non, non, non. N'importe qui arrive. Vous arrivez dans une entreprise. Le chef d'entreprise qui était là-bas, il part. Donc, vous allez d'abord commencer par voir l'état de la caisse. Après, en fonction de l'état de la caisse, vous faites des axes donc, par rapport au plan d'action que vous avez. Mais vous ne pouvez pas dérouler un plan d'action si la caisse elle est vide. Vous commencez d'abord par faire la situation, l'analyse de l'existant, faire des audits, de voir maintenant est-ce que l'argent n'a pas été volé, n'a pas été gaspillé. Une fois que vous connaissez maintenant l'état des lieux avec l'audit, là maintenant, vous pouvez passer à la seconde étape de pouvoir. Mais pour l'instant, les gens demandent au nouveau gouvernement de faire des trucs. Ça fait 2 semaines qu'ils sont là. Les audits ne sont pas faits. Les passations de services, je ne sais même pas s'ils sont complètement terminés. Il faut que je pense qu'on leur laisse le temps de savoir qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la maison. Un ministère, donc on va vous mettre les papiers, vous donner et le gars il part. Vous n'avez pas fait d'audit pour savoir s'ils n'ont pas détourné les caisses et qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même de fortes annonces avec les conseils des ministres, les 2 qui sont oui, tenus. mais c'est tout à fait normal. Le gouvernement parle de la mise en place d'un bureau d'intelligence économique à la présidence. Mais c'est tout à fait normal de mettre un bureau d'intelligence économique. Je vais vous dire, Alassane, tous les pays du monde, je dis tous sans exception, tous les pays du monde qui sont aujourd'hui devant ont tous des dispositifs d'intelligence économique chez eux. Même la Chine a un dispositif. La Russie, le Vietnam, la Chine, comment ça s'appelle, le Japon, les États-Unis, l'Union européenne au niveau de presque tous les pays comme la France, l'Allemagne, les Suèdes, tout le monde, l'Israël, tout le monde a un dispositif d'intelligence économique. Parce qu'on est dans une bataille économique mondiale. On est dans une diplomatie économique. On est dans une guerre économique. Et si vous n'êtes pas préparé à comprendre ça, nous, ici, on ne fait pas de l'économie. À longueur d'année, on ne fait que de la politique. Regardez les journaux. Les titres, à longueur de journée, sur tous les quotidiens que vous prenez, 90%, ils ne vous parlent que de politique. Ils ne vous parlent pas d'économie. Et c'est l'économie qui fait la politique. Si votre économie est faible, vous ne pouvez pas faire d'action. Vous ne pouvez pas nourrir votre truc. Je pense qu'il faut qu'on reformate les mentalités pour que les gens comprennent que c'est l'économie qui détermine tout le reste. Si l'économie est forte, le pays est fort. Est-ce que ce n'est pas une question d'éducation? Parce que les gens ne sont pas éduqués financièrement. L'éducation financière n'est pas donnée à l'école. Les enfants ne disent pas comment gérer les bourses, comment gérer les présidents. Oui, c'est-à-dire que dans les familles, il n'y a pas d'éducation financière. Dans la nouvelle stratégie, je pense que du nouveau gouvernement, ce qu'il doit faire, en premier lieu, c'est d'éduquer les gens. Parce que dans notre démarche, nous, d'intelligence économique et développement, la base, c'est les services civiques, services patriotiques. Dans les services civiques patriotiques, on prend les jeunes, par exemple, des étudiants, les vacances, et on les amène, par exemple, ceux qui sont à Dakar, on les amène à Kédougou, on les amène en Casamance, ceux qui sont en Casamance, Kédougou ou la région de l'Est, on les amène sur Dakar pour essayer, pour qu'ils voient la réalité de leur pays, pour qu'ils comprennent, s'imprégner de ce patriotisme. Ça, c'est important. Vous ne pouvez, ce n'est pas l'argent. Regardez la guerre de Vietnam. C'est l'intelligence. Regardez Afghanistan.
Est-ce que vous pensez que c'est l'argent qui a fait qu'ils n'ont pas gagné la guerre? Ils ont mis tous les moyens. Ils ont été battus en Afghanistan. Ils ont mis tous les moyens. Les Américains et les Russes ont été battus en Afghanistan. Tous les moyens, ils ont été battus au Vietnam. Et donc, ce n'est pas l'argent. C'est de commencer par ce qui est important dans le développement, c'est la personne. C'est le patriotisme, le civisme. Vous roulez sur la route, il n'y a pas de civisme, il n'y a pas de patriotisme. Les gens s'en foutent. Tout à l'heure, je revenais sur le truc de l'impôt. L'impôt doit être un patriotisme, un civisme de payer de l'impôt. Vous allez aux États-Unis, les gens sont fiers de vous dire qu'ils ont le plus payé d'impôts dans tout ce pâté. C'est une fierté pour eux. Oui, parce qu'aux États-Unis, ils sont sûrs, quand ils paient les impôts iront là où ils doivent aller. Mais ici, ça ne va ça pas doit aller... dans la poche d'un dirigeant ou d'un ministre mais qui va détourner la caisse. C'est ça que j'ai dit. C'est ces habitudes-là qu'il faut complètement rayer. Il faut que les gens comprennent, comme dans leur propre religion. Aujourd'hui, si vous êtes musulman, vous avez la zakat à sortir. On ne vous pousse pas un pistolet sur la truc pour le faire, parce que vous savez que l'aumône légal, vous devez le sortir. Et ça doit être pareil. Et les gens ne savent même pas pourquoi ils payent l'impôt. Hier, j'ai discuté avec un ami qui est aux impôts. Je leur dis, mais ce n'est pas possible. La communication n'est pas bonne. Oui. Et vous faites le parallèle par rapport à la religion si c'est des gens qui payent la zakat. Vous leur dites, la zakat, vous le payez. C'est l'aumône légal, normal. L'impôt, ça sert à quoi? À faire les routes, à faire les écoles, à faire les hôpitaux, à faire donc les dispensaires. Tout ça, c'est l'impôt qu'il fait. Avant, quand nous étions jeunes, quand vous allez dans les hôpitaux ici, on vous soigne, il y a la pharmacie, on vous donne des médicaments, vous partez. Aujourd'hui, vous prenez un ticket. Vous allez voir le médecin, on va vous donner une ordonnance. Vous n'avez pas d'argent, vous crevez. Donc c'est une médecine à deux vitesses. Il y a un problème parce que tout le monde est commerçant aujourd'hui. Personne ne veut payer. Il faut que ce patriotisme, donc cette communication vers les commerçants, vers les informels, pour leur faire comprendre que si personne ne paye, on ne peut pas avoir une souveraineté. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que cette communication-là, il faut aller beaucoup plus loin que ça? On a vu aujourd'hui ce qui s'est passé en France. On voulait vendre les biens de Senghor. Le gouvernement est intervenu pour acheter les biens de Senghor. Oui, mais ce n'est pas l'État français qui le vend. Non, pas l'État français, c'est la famille de Senghor. Particuliers, oui, d'accord, bon. mais les gens posent des questions. Les cadeaux qu'on donne à nos chefs d'État, les cadeaux qu'on donne à nos ministres, à nos directeurs de société, pourquoi ils les conservent? Pourquoi il n'y a pas une loi? Non, les cadeaux sont normés. Hein. En France, c'est normé. Non, aux ici, États-Unis, oui, c'est normé en principe. $50, c'est à partir d'un certain seuil. Mais ça, ce n'est pas des cadeaux, c'est du vol. Au Sénégal, la loi Non, est mieux. c'est de la kleptocratie, c'est du vol. Les cadeaux sont normés, sont limités. Ce que, par exemple, le président X, qu'il va aller quelque part, on lui donne des cadeaux, d'un certain montant, ce n'est pas pour lui. S'il le prend, il l'a volé. Est-ce qu'il y a une loi au Sénégal qui réglemente ça? Il n'y a Non, pas de loi. non, C'est il y a une loi, je pense. Mais c'est-à-dire qu'il y a une loi, mais c'est que notre problème ici au Sénégal ou dans les autres pays de la sous-région, ce n'est pas la loi. C'est le law enforcement. C'est l'application de la loi. La loi, elle existe, mais on ne l'applique pas. La loi, les lois, ici, toutes les lois que tu peux penser existent. Mais cette question est fondamentale pour beaucoup de Sénégalais parce qu'on va vers un pays qui devait gazier et pétrolier. Et que nos dirigeants peuvent aussi, tenter à prendre des cadeaux qui dépassent quelque chose. Non, c'est ça que j'ai dit. Il faut revenir à l'Assemblée nationale, il faut clarifier les choses oui. pour qu'on dise que le président de la République ou bien le ministre ou le directeur n'a pas le droit de prendre ça. Voilà la réglementation. Moi, je pense que le nouveau gouvernement, dans leur projet, je pense qu'ils vont clarifier que toutes ces questions soient claires. Je suis certain que moi, cette loi, elle existe. Je suis certain que beaucoup de lois de ce qu'on dit existent, mais c'est l'application de la loi qui n'est pas faite. On a connu au moins deux alternances. Oui. Il n'y a eu jamais d'inventaire oui. de ce que le président a pris pour dire voilà ce que le président Macky Sall a laissé ici, voilà ce qu'on lui avait donné pour le Sénégal, voilà ce qu'Abdoulaye Wade avait laissé pour le Sénégal, ça, il doit le voilà faire. ce qu'Abdou Diouf avait laissé pour le Sénégal. Non, aucune ça, information ils sur doivent ça. le faire. Les Sénégalais ne savent pas. Non, le problème, il faut que ça commence par ce président qui vient de partir. Moi, j'ai eu des échos, des vidéos, donc qu'il a mis des conteneurs pour amener au Maroc. Vrai ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on sait tout ce que le Sénégal a eu comme don de cadeaux, on le sait. On sait tout ce que le budget donc, du Sénégal est fait. Et lui, quand il part, comme vous, quand vous partez, vous faites la reddition des comptes parce que ce n'est pas, vous êtes associé. C'est comme lui, il était le chef d'entreprise. Quand il part,
il fait les redditions des comptes. Ça veut dire, il dit, vous m'avez donné ça, il y a ça, voilà ce qui reste, ou il ne reste rien du tout. Amath Soumaré, est-ce que cette question est facile à régler au Sénégal? Parce qu'on a vu, même pour la déclaration de patrimoine, Oui. à l'OFNAC, il y a des problèmes, il y a certains assujettis qui font normalement, qui jouent avec la loi. C'est ce que j'ai dit à Alassane. Ce que les anglophones appellent le law enforcement. Notre problème, ce n'est pas les lois, c'est l'application de la loi. Mais pourquoi on ne les applique pas? Mais on doit les appliquer. Je pense que ce que je dis, ce gouvernement-là, ils sont là depuis 2 semaines. Moi, je pense qu'on leur laisse 2 mois, 3 mois, le temps qu'ils ont fait, qu'ils ont fini tous leurs audits. Le temps maintenant, ils ne peuvent pas aller à tout azimut. Il faut d'abord qu'ils essaient de voir l'existence, ce qui se passe, de régler les problèmes prioritaires, les prix. On a une inflation, je vous ai dit, de 30-40% alimentaire. Il y a ces problèmes alimentaires, il y a beaucoup de problèmes qui se sont posés et les caisses sont vides, je vous ai dit. Il n'y a plus rien. On a emprunté 200 milliards donc, en début janvier et l'État a recruté 20 000 personnes en contrat à durée indéterminée. Et vous ne pouvez pas les mettre dehors. Avant de partir, l'État donc, a augmenté tous les salaires, les parlementaires, les journalistes, tout a augmenté. Là où les gens demandaient 200, 300 000, on les met 800 000. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas une voie officielle pour le dire. Il n'y Non. a pas un communiqué officiel du gouvernement pour dire, Non. voilà dans chaque secteur ce qui a été fait. Ce qu'on voit, c'est sur les réseaux Non, sociaux, c'est-à-dire que c'est ou des pourquoi je informations dis, disparates. c'est la Il n'y a raison pas eu pour laquelle... une voie autorisée qui l'a dite. Oui, non, moi je dis, ça, c'est vrai. Moi, je connais des journalistes qui sont à la RTS, au niveau du syndicat, qui me l'ont confirmé. Le problème, c'est que... Mais ce n'est pas officiel. Ils ne sont pas... Non, je dis qu'ils me l'ont confirmé. C'est-à-dire qu'il y a donc une directive là-dessus. Au niveau des députés, les députés se sont votés leur augmentation. Donc imaginez que vous arrivez dans une société, entreprise, j'augmente ceux qui touchaient 200, 300 000, je les mets 1 million. Mais pourquoi on ne donne pas d'informations complètes, claires aux Sénégalais en leur disant, Non, voilà ce qui s'est passé? Non, c'est-à-dire que Alassane, gouverner, c'est de sortir des choses claires et quand il faut. Eux, ils viennent d'arriver, comme je dis, 2 semaines. Ils n'ont pas le temps de voir tout ce qui se passe. Je pense qu'il faut leur laisser au moins 2 mois, 3 mois. Et tous ces problèmes-là, ils vont les résoudre, je suis sûr et certain, parce qu'il y va de leur crédibilité, il y va des promesses qu'ils ont données, que les gens, comment ils peuvent les voir. Mais ils ne peuvent pas aller dans tous les sens en même temps. Parce qu'ils ont trouvé une situation économique, financière, budgétaire catastrophique. Aujourd'hui, moi, je félicite. Je félicite ardemment donc, le travail de la douane. Je félicite ardemment le travail des impôts. Parce que c'est eux, sans eux, s'ils n'ont pas mis les armes. Regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la numérisation que la douane a fait. Avant, on rentrait 2 milliards. On rentrait 2 milliards par jour. Avec cette numérisation, on rentre 6 milliards. Où passent les 4 milliards qu'il y avait depuis tout le temps? Oui, je les félicite parce que si ce n'était pas eux, le déficit allait se creuser. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, pourquoi je dis qu'il faut l'assiette de l'impôt qu'on l'augmente et qu'à partir de là, que tout le monde ne peut pas payer la même chose. Chacun paye parce que l'impôt, quand on le connaît, on va voir si Alassane a une femme ou 2 femmes, est-ce qu'ils ont des enfants. Les célibataires, ils payent plus que ceux qui sont mariés, ils ont des enfants. Sûr. Je pense qu'il faut que les gens, qu'on les informe sur l'objectif et la nécessité, comme s'ils sont musulmans, de payer la zakat, de savoir qu'il y a l'aumône légale qui doit se payer et c'est tout à fait normal pour eux. Et si on ne le fait pas, ce n'est pas bon. Voilà. Merci infiniment à Amath Soumaré d'avoir été venu sur ce plateau d'ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence économique, géostratégie et géopolitique. Nous parlons du Sénégal, des nouvelles autorités qui sont mises en place et de la feuille de route qui sont en train de dérouler, de faire un diagnostic à minima par rapport à ce qui est en train d'être fait. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.